Bonjour, le vendredi c'est n'importe qui, mais aujourd'hui c'est moi, Omar Youssouf. Today you're going to see anime manga, un reportage, No-chan et Pico Pico. But first, the news. À partir d'aujourd'hui, vendredi 2 mars et jusqu'à dimanche soir, Japan Expo Sud s'installe au Parc Chano de Marseille. Il y a de belles choses à découvrir, notamment au niveau J-Music, avec par exemple la venue de DJ Livetune, un grand représentant du courant électro-japonais. On pourra aussi voir Aki Akane, une artiste à la fois graphiste et musicienne, dont on peut voir les clips sur No Life, mais aussi notre ami Ito, le Miller du Visu qui décidément adore la France. On y retrouvera également les people habituels du jeu vidéo, avec évidemment Marcus, mais aussi le joueur du grenier et Bob Lennon. Les noobs aussi seront présents. Côté manga et animation, c'est le retour de Okaseko Nobuhiro, character designer de la série Captain Tsubasa, qui était déjà venu en 2003 à Japan Expo. Un autre retour, celui de la mangaka Hanabusa Yoko, qu'on n'a pas revu depuis sa participation au Cartoonist de 98. Elle est surtout connue en France pour le manga de Gwendoline, dont l'adaptation animée est passée sur la 5 à la fin des années 80. Deux autres auteurs de shoujo manga seront présentes, Shigematsu Takako, auteur de Dangereuses Attractions, et Sanaski Harumo, connu pour son manga Bishin. N'oubliez pas aussi de passer sur le stand No Life le samedi entre 15 et 16 h. Pour fêter la venue de l'arc-en-ciel, vous pourrez enregistrer en vidéo un message d'amour ou de bienvenue qui sera envoyé au groupe. Enfin, le samedi à midi, ne ratez pas la conférence de Suzuka sur la nourriture japonaise, avec une sélection de ses meilleurs toku-cafés gastronomiques. Alors que Nokia semblait avoir souscrit avec succès à la fabrication de téléphones équipés du système Windows Phone, la société finlandaise a annoncé il y a quelques jours un nouveau modèle équipé de Symbian. La particularité du N808 est d'être équipé d'un capteur photo d'une résolution encore inconnue jusqu'ici sur un téléphone, 41 mégapixels. Rappelons que, en photo, ce n'est pas le nombre de pixels qui compte, mais plutôt la taille du capteur. Cependant, cette résolution a fait frémir les photographes amateurs, car elle permettra des choses inédites sur un téléphone, comme un zoom fin et détaillé. Des rollers, des graffitis et une EST inoubliable, il s'agit évidemment de Jet Set Radio. Le jeu vidéo le plus hip-hop de l'histoire s'apprête à faire son retour sur console, dans une version remise au goût du jour. Sorti sur Dreamcast en 2000, Jet Set Radio est sans conteste le jeu qui a popularisé le style cel shading, et il sera disponible dès l'été prochain sur le PSN et le Xbox Live. Il va donc falloir attendre encore quelques mois avant de revoir les lunettes du DJ Professor K et de pouvoir échapper à la police corrompue d'un Tokyoto entièrement en haute définition. Salut! My name's Omar Youssouf, and I'm a 22-year-old Canadian journalist living in Paris. For the time being, I work in UNESCO's Public Information Department, but my real interest is working as a games journalist. More specifically, I'm interested in ludology, which is the academic study of video games. Now, you may not have noticed, but in recent years, researchers, analysts, and people who are interested in philosophically exploring video games have published dissertations and essays concerning the effect not only of video games on society, but the possibilities of the future of video games. Now, you may not take it seriously, but when you look at Star Trek on the holodeck, as Captain Kirk walks around in this fully realized sort of virtual environment, that may very well be the future of video games. Perfect simulacrum. But before I go on, here's anime and manga. Il y a 20 ans, Shiki, le lion d'or, fut le premier détenu à s'échapper de l'Impel Down, la prison sous-marine réputée inviolable. Celui-ci a mangé le fruit du démon de la gravité et peut donc faire voler n'importe quoi. 20 ans plus tard, il rencontre Luffy et son équipage, alors que ceux-ci tentent d'échapper à une tempête. Shiki enlève alors Nami pour ses dons en matière de navigation. Luffy et les autres, dispersés sur une île volante envahie par des animaux géants, feront tout pour sauver la belle. Strong World était très attendu par les publics japonais et français. Sorti en 2009 au Japon, il a fallu attendre l'été 2011 pour le voir dans nos salles. Premier film de la saga à sortir au cinéma en France, celui-ci est également le premier pour lequel Oda Eiichiro, l'auteur du manga d'origine, a mis la main à la pâte. Il a ainsi écrit l'histoire et réalisé le design des personnages.
Oda a fourni un travail titanesque, avec plus de 120 planches de croquis, à partir desquelles l'équipe du film a pu travailler. De fait, ce long métrage est très différent des précédents. Cependant, l'histoire de Strong World semble être une redite maladroite de l'arc narratif Skypiea, mais aussi de certains éléments de l'arc actuel du manga. Du coup, on n'a pas vraiment l'impression de suivre un scénario inédit. La force de One Piece repose beaucoup sur les grandes émotions qui parcourent le récit, qu'il s'agisse du rire ou des larmes. Et malheureusement, ce film en manque cruellement. Ici, le méchant, bien que sa force soit relativement élevée, est juste totalement ridicule, en partie à cause de ses deux acolytes, un gorille et un mime qui, dès qu'il marche, fait des bruits de paix. Ce comique de répétition montre à quel point le niveau est peu élevé. Si cela peut faire rire les enfants, les adultes seront vite blasés. De plus, le rythme est mou et la narration décousue, si bien qu'on perd vite le fil. Visuellement, l'intégration d'éléments en 3D est maladroite, comme c'est trop souvent le cas dans les animés japonais. Heureusement, l'animation traditionnelle, elle, est assez fluide. Une fois n'est pas coutume, l'édition simple du film comporte un bonus. Il s'agit d'une séance de doublage réalisée lors du dernier Japan Expo par les comédiens officiels de la série. L'édition collector, quant à elle, contient en outre un livret de 48 pages avec des interviews exclusives de l'équipe du film. Cela reste quand même un peu juste vu le prix du coffret. De plus, un OAV appelé épisode 0 avait été diffusé au Japon dans la même période et aurait pu être inclus dans cette édition. Dernier bémol, mais pas des moindres, il n'y a aucune musique sur le générique de fin. Selon Kazé, il s'agirait d'un problème de droit. En effet, l'éditeur n'aurait pas obtenu la permission d'utiliser la musique officielle, ni de la remplacer par une autre. En bref, bien que Strong World soit considéré comme l'un des meilleurs films de la saga, il est encore très loin d'arriver à la cheville du manga dont il est tiré. Mais sait-on jamais, peut-être le 12e film réparera-t-il cette injustice ? Celui-ci doit sortir en 2012 au Japon et sera également supervisé par Oda. Publié au Japon depuis 2005 et en France depuis 2007, Hubble Blatt est sûrement l'une des meilleures séries de dark fantasy de ces dernières années. Elle a d'ailleurs fortement contribué à la popularité de l'éditeur français Kiun. L'histoire est celle de Koinzel, un semi-elfe qui cache un lourd passé. Autrefois, son nom était Askérit et il était un être humain, la plus fine lame de l'Empire. Investi d'une grande mission, il partit avec 11 autres guerriers. Cependant, 7 d'entre eux le trahirent et l'assassinèrent sans scrupule. 20 ans plus tard, il revient dans ce corps de semi-elfe. Il découvre que les 7 traîtres sont devenus des héros aux yeux du peuple et décide de se venger en tuant ses assassins l'un après l'autre. Dans le 8e tome de la série, notre semi-elfe haineux a réglé son compte au 3e faux héros. Cependant, lorsqu'il voudra s'attaquer à sa victime suivante, le marquis Lebellon, Koinzel va se retrouver en très mauvaise posture. Alors qu'il semble perdre le combat face au bretteur Ickfess, il est littéralement bombardé par Lebellon. Et c'est sur cette montée en tension que démarre le 11e manga d'Hubble Blatt. Lebellon, qui croit avoir tué Koinzel, perd totalement la tête et se met à commettre des crimes toujours plus malsains. L'auteur Shiono Etoloji ne perd décidément rien de la qualité de son trait, fin et efficace. Ses personnages sont toujours aussi charismatiques et les scènes de combat toujours aussi prenantes. Certes, ce tome comporte quelques longueurs, mais l'ensemble se dévore une fois encore avec plaisir. Il est à noter que ce 11e volume d'Hubble Blatt est sorti simultanément au Japon, en France et en Italie. De fait, il a fallu attendre 3 ans depuis la parution du précédent numéro. Mais franchement, cela en valait largement la peine. Et comme ce volume termine lui aussi sur un cliffhanger, on espère qu'il ne faudra pas patienter aussi longtemps avant de pouvoir lire la suite. The singularity is near. Indeed, it is so near that most futurists believe that within 15 to 20 years, video games will be nearly indistinguishable from real life.
Now, in the realm of ludology, what that means is that we should really devote ourselves to exploring the questions, philosophical, social, and ethical, that come with video games that are so real that they may even trick your own brain. Quick pointer, you might want to look up ideas like posthumanism, like simulacrum, and really anything else that has to do with replicating reality. And these questions will become of more and more striking importance the closer we get to this future where video games are perfectly real and hyper-real, in fact. But before we go ahead and do that, we're going to have a short reportage on Saint Seiya. Now, when you see these, think about what this game and its newest iterations may look like in the coming decades. They may look more real than me right now. Cosmo Énergie, 7e sens, escalier. Autant de mots qui parviennent encore à mettre en émoi les fans des Chevaliers du Zodiaque 25 ans après sa première diffusion au Japon. La série adaptée du manga de Kurumada Masami, publiée dans le canonique magazine Shonen Jump, a rencontré un succès conséquent au Japon, mais surtout en Europe. Mêlant mythologie grecque et nordique, remixée à la sauce shonen, elle fut déclinée en de nombreux produits dérivés, y compris en jeux vidéo. Après diverses adaptations plus ou moins catastrophiques, essentiellement des RPG ou des jeux de combat, Bandai Namco a cette fois décidé d'opter pour un jeu d'action et de confier le projet à un développeur habitué aux jeux tirés de licence. バンダイナムコゲームスで、セイントセイヤサンクチュアリバトルの、プロデューサーをしてます水戸亮と申します。そうですね、今までドラゴンボールZ シリーズをずっと開発担当してまして、そうですね、武道会天下一シリーズなどをいろいろやってきました。いや、PS2 のですねセイントセイヤは私ではなくて他の、プロデューサーが担当していました。今回私は初めて、セイントセイヤの担当しています。ちょうどセイントセイヤがアニメから25周年というところがありまして、あとはやっぱりね、未だに日本もそしてヨーロッパも、根強いファンの方々がいらっしゃるので、そういった人に向けて、HD で、ぜひセイントセイヤっていうのを、ゲーム化してみたいなというふうに思ったのがきっかけです。そうですね、今回はプレイステーション2のものとは全く違っていて、あれは対戦格闘ゲームだったんですが、今回はまさにアクションゲームで、たくさんの敵をもうコスモを使いながら、どんどん爽快に倒していくっていうゲーム性っていうところを、再現しています。今回はHD というところで、アニメと、リアルの、中間というかいいところを取ろうという形でアニメの、セルアニメの、をベースにしながらもただ質感を出すために、リアルさを、クロスだったり光らせ方だったりってところはかなり気を使って作っています。やっぱりセイントたちはすごい能力を持っているので、それの特にゴールドセイントとかっていうのはいろんなキャラいるんですけど、それぞれのキャラクターの差別化というか特徴を出すのが、なかなか難しかったところです。Comme pour les jeux de baston précédents, on incarne évidemment les chevaliers de bronze dans un premier temps, et l'on survole les grands moments de la saga du sanctuaire à travers divers modes. 今回は、原作でも一番認知も高くて人気も高いサンクチュアリ12級編、をテーマにしています。今回ボタンを組み合わせるだけで簡単にどんどん敵を倒していくというところで、爽快感のあるゲーム性を、心がけています。また原作にある技を忠実に再現しているというところで、作っています。よいしょ。また今回ゲーム的にもですね、キャラクターの成長要素がありまして、敵をどんどん倒していくと、パワーアップしていくと、技だったりステータスだったりが、パワーアップしていく形になっています。またバトル中にですね、こういったようなウィンドウで会話劇みたいなのがありまして、バトルをしながらもですね、リアルタイムにそのストーリーみたいなものを感じることができるようになっています。また今回こういった柱もですね壊したりできるんですけど、柱を、敵に当ててダメージを狙ったりとか、そういったようなこともできます。今からお見せするのは、序盤のボスになる、タウラスの、アルデバランという、ゴールドセイントです。こういったようにですね、バトルの前には前だったり間だったりにですね、こういったポリゴンで制作したイベントムービーが、フルボイスで流れるようになっています。
なのでゲームをやりながらかなり、ストーリーをちゃんと、追うことができるようになっています。ゴールドセイントはですね、やはりそれぞれ特徴がありながらも、かなり強い敵として登場しますので、いわゆるアクションゲームのボス敵として攻略法を戦っている中で見つけないとなかなか、うまく勝つことができません。必殺がヒットした時にボス戦で、R2 ボタンを押すとこのようにビッグバンアタックという形で、パワーアップする、感じになっています。このように、ボス戦も、進行していきます。今はですねストーリーモードで聖夜を使っていたんですが、今回ストーリーモードとは別にミッションモードというものがありまして、そちらではゲーム内で倒していったゴールドセイントたちが、実際自分の手で使えるようになります。なのでちょっと今回、レオのアイオリアを、使ったバトルをちょっとだけお見せしたいと思います。ゴールドセイントなので、かなりですね、聖夜たち以上に豪快に敵を倒していくことができます。Cette adaptation de Saint Seiya en jeu d'action cible avant tout les fans de la série, et le public occidental n'a pas non plus été laissé de côté. 正直日本とヨーロッパ両方ですね、両方に向けて、ただ作品に対してセイントセイヤ自体が好きなファンに対してツボというかこういったところが好きだっていうのは多分世界で変わらないと思うので、セイントセイヤファンに向けて作っています。ですね、今回、ボイスに関しては全て日本語ボイスを、日本版と同じものを実装していますので、そのままの、声優さんの、臨場感を得ることができます。また主題歌に関しては、ペガサスファンタジーを、ヨーロッパ版でも入れることを、決定しました。はい、セイントですか。誰かなでもレオのアイオリアとか、は結構やっぱかっこいいし、あとバルゴの釈迦とか非常に好きですね。はい、セイントセイヤサンクチュアリーバトル、ヨーロッパでは2012年2月の発売になってますが、今鋭意開発中ですので、ぜひいいものにしますので楽しみに待っていてください。I spent a solid 4 years at the University of Toronto studying philosophy, despite the misgivings of both my parents and my academic counselor. Fortunately for me, I'm also interested in video games, and philosophy has some serious relevancy when it comes to video games. Take, for example, morality. A game like Call of Duty, though many may not take it seriously, affects the lives in subtle yet perceptible ways of many millions of people. Now, when your children are playing Call of Duty, they may think of it as simple indulgence, but in reality, because they're so exposed to the lessons that Call of Duty lends itself to, and other video games especially, we have to ask, what kind of moral lessons do video games teach us? A game like Call of Duty may teach kids that war is all right, preemptive war is justified and indeed righteous. But in reality, it's important that designers, and in fact the entire culture, address the questions of ethics and what impressions of ethics video games give us. So a game like The Witcher 2, for example, is particularly laudable because it addresses the idea of consequentialism, a philosophical idea first introduced in the 17th century. Now, there's a reason the Prime Minister of Poland gave Barack Obama a copy of The Witcher 2 in his first state visit. It's because The Witcher 2 is so capable of inculcating children and in fact its audience members with a sense of morality and a sense of the subtleties and the ambiguity of morality. Because after all, we don't live in a world where right and wrong are solid, concrete, or immutable ideas. But before we go ahead and further discuss the idea of philosophy, we have No-chan. Take a look. Salut les attaques, c'est No-chan. Il paraît que Mima aimerait bien lancer ma rubrique de temps en temps. Alors j'étais touchée, vraiment. C'est bien la première fois que quelqu'un me dit quelque chose comme ça. En plus, une fille. Ça change de Davy et Benoît qui m'oubliaient une fois sur deux l'année dernière. Hein. Un remake de This Is Halloween, la chanson d'ouverture de Nightmare Before Christmas, le célèbre film de Burton et Selick, dans l'univers de Portal, c'est grandiose pour ne pas dire parfait.
his blades. All of us warn you of the big white face. You are safe, don't you struggle now, don't you want your nice big cake? Down that corridor, running to the exit door. She is waiting there to grab and kill you. Run, this is Aperture, white and gray. Slightly blue. Want some cake? Well, none for you. Attention, les images qui suivent sont d'une extrême violence et donc à déconseiller aux âmes les plus sensibles. L'artiste Taras Lesko, ou Visual Spicer de son pseudo, a réalisé il y a quelques temps un gros papercraft d'un Freedom Gundam fort sympathique. Mais dans un accès de démence, sans aucun doute, celui-ci fut immolé par les flammes. Ces barbares ont même filmé la scène. Désolé, mais je peux pas regarder. Je vais encore m'évanouir. Rongé par le remords, du moins on l'espère, quelques mois après, il s'est mis au travail sur un projet encore plus conséquent. Un papercraft d'un Gundam MK2 de 2m13 de haut. Après 350 heures de travail et 4 mois d'assemblage des 1250 différentes pièces, le bébé pèse dans les 4,5 kg et semble se porter bien, son père semblant maîtriser ses pulsions de pyromane pour l'instant. En plus d'une vidéo en timelapse de la création de la maquette, il y a aussi 2 petits making-of et un trailer très cool à regarder également sur les différentes pages que l'artiste a sur le web. Et voici maintenant The Dark Side of the Force. Oui, Dark en anglais, c'est l'aboiement. C'est une nouvelle itération d'un thème bien connu refait avec une chorale de LOL Dog pour une célèbre marque de voiture. Mais c'est tellement bien fait que ça marche toujours autant. Et Dark Vador, désolé, ça c'est un nom qui me restera toute ma vie, et pas de Darth Vader, j'en suis conscient mais j'y peux rien, ça sort tout seul. Donc Dark Vador n'est pas un comédien de voice-over facile à diriger. La preuve dans ce spot promo où un pauvre ingé son essaie tant bien que mal de lui faire lire son texte pour un GPS. Plus rien de sacré de nos jours. Breathe a little quieter. What do you mean quieter? This is how I breathe. You know, let's move forward. That's fine. Silence! Roundabout. It's about being around. Don't underestimate the power of the dark side. Allez, à la semaine prochaine les attaques. Video games are entertaining, let's face it. There's a reason I spent something like 2 years playing World of Warcraft. But as video games grow in their importance in society, and don't underestimate that importance, after all, video games account for more revenue on a yearly basis than television and films combined. But as video games grow in importance in society, it's important that we address the ideas that video games leave us with, and the impression on us. Video games as a medium, because of their interactivity, are sort of a counterfactual. And a counterfactual in philosophy is sort of a what-if scenario. So video games allow us to explore certain scenarios and their consequences in real time. So whereas 2,000 years ago, Plato may have sat on the steps of, of an Athenian pantheon and, discussed with his fellow philosophers certain ideas, video games these days give players the ability to actually live those ideas and see the consequences of those ideas, those moral positions play out in real time. And so don't underestimate the importance of video games, because after all, the next time you put in a CD, you may actually leave the room with a more enriching and more involved understanding of morality, of ethics, of our relationship with other human beings, and maybe even of yourself. But before you go ahead and have a little bit of existential angst, we're going to go ahead and watch Pico Pico. That should give you some peace of mind. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui nous sommes devant, un petit peu loin quand même, de la mairie de Tokyo qui est juste derrière moi. Donc l'architecte c'est Tange Kenzo, c'est celui qui a fait le centre commercial Italie 2 à Paris aussi, qui est moins classe. En tout cas la mairie de Tokyo, je suis sûre que vous l'avez déjà vue, puisqu'elle apparaît dans plein de films, de mangas et d'animés. Dès qu'il y a une scène de destruction du monde ou un truc où le Japon est détruit, paf, c'est la mairie de Tokyo qui prend. Je sais pas ce qu'elle aura fait, c'est triste quand même. Tout de suite, les sorties d'albums.
Cette semaine, on commence les sorties d'albums avec la bande originale de Soul Calibur 5. Donc c'est la bande originale complète, celle qui tient sur plusieurs CD. Les musiques du jeu ont été confiées au studio CIA. On les avait déjà interviewées lors du Pico Pico qui se déroulait au TGS. Peut-être vous vous en souvenez, c'est un petit peu particulier ce studio, car c'est un studio international. C'est-à-dire qu'il est basé à la fois au Japon et aux États-Unis, avec une équipe internationale justement composée avec de gens de plusieurs pays, donc que ce soit des États-Unis, d'Australie ou du Japon. Donc sur Soul Calibur, on retrouve des compositeurs comme Monsieur Kikuta, qui est le compositeur de Secret of Mana. C'est lui qui s'est occupé notamment des thèmes plutôt asiatiques, des personnages asiatiques dans le jeu. Et on retrouve aussi surtout Inonzul, donc qui a travaillé en américain qui a travaillé sur Dragon Age et sur Prince of Persia, les premiers Prince of Persia en 3D. Il y a aussi d'autres compositeurs comme Miyoshi Tomoki, donc lui on lui a confié les musiques des scènes cinématiques du jeu, ou encore la chanteuse Gillian Aversa. Tout ce melting pot culturel, ça correspond très bien à l'esprit du jeu puisque je pense que vous connaissez Soul Calibur, c'est des combattants de tous les pays du monde et ça reflète aussi bien ce qu'essaye de faire Namco Bandai en ce moment et donc les studios qui dépendent de Namco Bandai comme CyberConnect 2 qui, dans leurs équipes japonaises, commencent à inviter des développeurs étrangers pour avoir justement des regards différents sur le développement puisque leurs jeux de toute façon vont être vendus à l'international. Donc voilà, je pense que ça va encore continuer longtemps comme ça. Cette semaine, nous avons aussi la bande originale de Final Fantasy XIII-2. Comme son nom l'indique, c'est la suite de Final Fantasy XIII. Oui, il faut pas avoir le bac pour deviner ça. Donc Final Fantasy XIII, les musiques avaient été composées par Hamauzu Masashi et il est de retour sur cette suite. Cette fois-ci, il est accompagné par Monsieur Mizuta et Monsieur Suzuki qui l'ont aidé à composer de nouvelles chansons, mais surtout arranger les chansons qu'on avait dans le jeu précédent. Donc c'est assez particulier puisque cette fois-ci, il y a Monsieur Mizuta qui s'occupait à peu près de la moitié des chansons que l'on trouve dans Final Fantasy XIII-2. Et il a fait beaucoup de compositions qui sont plutôt électroniques, donc ça change un petit peu des séries principales Final Fantasy justement. C'est ce style électronique, on le retrouve pas mal aussi d'ailleurs dans les spin-offs, comme ça avait été le cas pour Crisis Core. Ensuite, moi il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette bande-annonce, je pense que ça a dû choquer tout le monde, c'est le thème des chocobos. Oui, le thème des chocobos, ils ont fait une espèce de version métal bizarre et on s'y attend pas du tout parce que ça se passe quand on monte sur le chocobo pour la première fois et paf, ça arrive comme ça et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Cette semaine, nous retrouvons encore la rubrique Megamix qui est présentée par Tom Tsu, donc un DJ qui remixe des musiques de jeux dans des clubs comme le club Mogra à Akihabara. Et aujourd'hui, nous allons aller dans un nouveau bar qui s'appelle le bar Uramen qui se trouve à Shinjuku. Et c'est très 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 petit. Il n'y a que 5 ou 6 personnes qui peuvent rentrer dans le bar. Voilà, c'est en sous-sol, c'est minuscule. Il n'y a même pas de devanture à l'extérieur. Donc si on ne connaît pas, on risque pas de trouver. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un jeu avec des autruches. C'est こんにちは、ゲームソング DJ のトムツーです。本日はですね、日本のビデオゲームバー裏面からお送りいたします。ゲームソングのリミックスを毎回1曲ずつ紹介しているこのコーナーですが、今回紹介する曲はこちら、ジャウストという曲になります。ジャウストというゲームですね。こちらのはピンボールでおなじみのアメリカのウィリアムズ社が制作してあたり他数々のハードで、移植された人気作なんですけども、その中でもファミコンで発売されたリミックスの方になります。ゲーム自体はですね、カービィでおなじみの春研究所が日本では移植しております。日本のメーカーと契約がうまくいかず、日本ではインスパイアした形でのバルーンファイトが先で発表してしまったためにですね、全くヒットしなかったというような残念なソフトになります。ゲームの中でもですね、ほぼ音楽という音楽はないんですけども、効果音をうまく使う形でですね、トランスのように仕上げられたこちらの曲になります。
Voilà, ce numéro de Pico Pico est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous donner un petit conseil touristique avant de partir. Donc derrière moi, vous avez la mairie de Tokyo. Et le truc bien, c'est qu'on peut y aller. On peut aller en haut des 2 tours. On a une vue absolument magnifique à 360 degrés sur tout Tokyo. Quand il fait beau, on peut même voir le mont Fuji. Et le truc cool à faire, c'est y aller lorsque le soleil se couche, car on a à la fois le paysage de jour, en plus on a le coucher de soleil absolument magnifique, on fait des photos trop belles. Et après, on a toute la ville qui s'illumine. C'est vraiment très très beau. Et le truc génial, c'est que pour aller en haut, c'est gratuit. Et ça, c'est bien parce qu'à Tokyo, il n'y a pas beaucoup de choses gratuites. Et en plus, en dessous, il y a un centre d'info pour les touristes avec tout plein de trucs à faire à Tokyo. Donc ça, c'est vraiment ma suggestion number 1 quand vous êtes à Tokyo. C'est un des jeux que je préfère aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt. The idea of philosophy in video games and the academic study of video games, I think will have a sort of a greater place in the world of game studies and game journalism going forward. After all, video games are sort of wrestling with the challenges of the medium, but the more they wrestle, the more they struggle, I think designers are finding their voice in the medium. They're becoming more articulate and finding a greater capacity to sort of leave you with a more important and lasting impression. But before I say goodbye, let me just leave you with this one idea. Video games are a bit like the Matrix, in the sense that 20 years from now, you're going to be sitting, or it may very well be your children, but you're going to be sitting in a living room, and you're going to be either plugged into something, something's going to be on your head, or you may simply have a panoramic television that delivers 3D vision. And in reality, the generations to come, the generations after us, will really grow up with Solid Snake, with Mario, and with Sonic running around their living room. And so that space between the screen and yourself, that's getting smaller. And soon enough, that may very well disappear. And you may find yourself running around in Hyrule. Not Link, but you. So, my name's Omar Yusuf, and I was initially brought here to do an interview, but against my will, I was forced to give a dissertation on philosophy in video games. I hope I've left you with something to think about. Next time. ならないさどん底に落ちた